La 48e édition du Rallye Dakar vient de se terminer aujourd'hui, après 8000 km dans les cailloux et les dunes de sable bien loin de la capitale du Sénégal. On ne va pas du tout aborder ici ni les questions géographiques, politiques, éthiques, environnementales et même pas sportives que soulève cette compétition, mais simplement de combien ça coûte de participer au Dakar en 2026. Je vais commencer par les coûts d'inscription avec les voitures dans les différentes catégories de l'Ultimate, les T1, les supercars qui jouent la gagne, les stocks, c'est-à-dire les véhicules de production qui formaient le gros du peloton avant, mais qui sont désormais une toute petite poignée. Les Challengers, c'est des buggy prototypes de plus d'1 litre de cylindrée. Et les SSV, ce sont des petits buggy issus de la série moins de 2 tonnes et moins d'1 litre de cylindrée. Pour toutes ces catégories auto, le prix d'inscription pour une voiture et son équipage de 2 personnes est de 32 650 €. Un camion de compétition, 46 000 €. Alors c'est plus gros, c'est plus gourmand en carburant. Il y a 3 personnes dans l'équipage puisqu'il y a un pilote, un navigateur et un mécanicien, sauf peut-être encore dans les petits camions type Hino ou Unimog parce qu'il n'y avait pas la place pour le troisième, ça je suis pas sûr. Bref, on peut comprendre le surcoût. Et en toute logique, une moto consomme moins, prend moins de place dans le transport logistique et n'emporte qu'une seule personne à la fois depuis la fin de la catégorie des sidecars. Donc, coûte moins cher. Donc, l'engagement d'une moto revient à 20 000 €. Il n'y a plus de quad. Ça, c'était la mode, mais avant les SSV. Sauf si on est une Legend, c'est-à-dire plus de 10 inscriptions au Dakar. Donc là, il y aura droit l'année prochaine. Auquel cas, on a une ristourne de 9000 balles en euros, de 1500 en bagnole et de 2000 balles en camion. Ou que l'on est un débutant parrainé, auquel cas on économise 1000 € en moto et le parrain récupère aussi 500 €. En auto, ce sera 3000 et 2000 pour le parrain et en camion, 3000 chacun. Tous ces frais d'inscription incluent les frais de transport aller-retour depuis l'Europe, le carburant en course. Alors, je ne sais pas si les liaisons sont comprises ou si c'est seulement ce qu'ils appellent le refueling en cours de spécial. Les équipements de sécurité spécifiques, le matériel de navigation dont on peut comprendre qu'ils sont mis à disposition par l'organisation pour éviter les triches, et les services du camp romain, du bivouac, restauration, sanitaire, médicale. Mais il y a d'autres frais d'inscription parce que tout seul avec ta machine, tu risques de pas aller très loin. Donc un mécanicien d'assistance, c'est entre 10 000 et 16 000 €. Alors la différence de prix, c'est si tu payes avant ou après la mi-septembre qui précède la course. Alors, je ne vais pas regarder dans le détail si on devait l'inscrire nommément, ce mécanicien, et puis payer l'inscription avant la mi-septembre, ou si on pouvait payer l'inscription d'un certain nombre de personnels et les déclarer nommément par la suite. Donc si vous avez la réponse, vous me la mettez dans les commentaires. Une voiture d'assistance coûte 4000 €. Alors pareil, si on paye après la mi-septembre qui précède le départ, c'est plus cher. Ça veut dire que t'as déjà galéré à monter ton budget et quand enfin tu y es, faut raquer encore plus. Un fourgon 6 000 €, un camion jusqu'à 10 mètres de long 6 600 € et un camion de plus de 10 mètres de long 7 600 €. Une remorque de 6 à 14 000 € selon la longueur. Et après on dit que la taille ne compte pas. Après la course vient le moment du repos et tant qu'à faire un peu de confort. Alors un camping-car jusqu'à 7,50 m coûte déjà 10 000 balles. Un camping-car plus long, 12 000. Et si t'as carrément un camion ou un car ou une remorque aménagée, 21 000 €. Idem, si le paiement est tardif, c'est plus cher. Mais si tu t'abonnes, que tu likes et que tu commentes, je peux peut-être t'avoir une petite ristourne pour l'an prochain. Tout cela sans compter l'achat du véhicule, sa préparation, la préparation d'équipage, l'assurance, les combinaisons inifugées, la licence FIA ou FIM, le passeport, la montre du navigateur. Ah ouais, parce qu'il y a une liste de 5 modèles bien précis des marques LNG, Fastime et Casio qui sont autorisés pour les navigateurs dans les compétitions FIA. Toutes les autres sont interdites. En revanche, je n'ai rien lu de spécifié dans le règlement de la course concernant la montre du pilote. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité de tricher avec une montre connectée du pilote qui la file en douce au navigateur une fois dans la voiture Par exemple, les smartphones de l'équipage sont scellés le temps des spéciales pour éviter la triche, justement. 33 000 € pour un équipage avec un mécano, sans compter tout le reste. Alors, est-ce que vous imaginez combien ça doit coûter pour une équipe d'usine ? À commencer par l'espèce de village-usine de Toyota, digne du WRC, ça doit coûter des millions d'euros. Dacia ou Ford, idem, même si là c'est des tentes Barnum et gonflables, même qu'ils utilisent en WRC, j'imagine que ça doit leur permettre de gagner du temps et de l'énergie au montage et au démontage. Il reste donc une question à poser, combien ça rapporte ? Il y a tout d'abord les primes officielles. Pour chaque catégorie, voiture ou camion, le premier touche 5 000 €, le deuxième 3 000 €, le troisième 2 000 €, rien pour les autres. Je me suis posé la question de la victoire d'étape, mais là, ils ne gagnent pas d'argent, juste une médaille.
Sauf dans la catégorie T1-2, c'est-à-dire les gros buggy 2 roues motrices, où là ils touchent 3000, 2000 et 1000. La compétitrice qui remporte le classement féminin empoche 3000 €, rien pour les autres, mais je ne sais pas si tout le monde y est éligible, c'est-à-dire est-ce qu'il faut forcément que ce soit une pilote, ou est-ce que si c'est une copilote d'un pilote, ou est-ce qu'il faut un équipage 100% féminin. Les 3 meilleurs débutants touchent 3, 2 et 1000 €. Et il y a un classement W2RC, donc ça c'est le championnat du monde des rallye raids, qui compte des points selon la position à chaque spécial, en plus du classement général, qui permet de remporter la statuette de Touareg comme le vainqueur, mais il n'y a pas de prime. En moto, c'est le règlement de la FIM et pas de la FIA, donc la Fédération Internationale de Motocyclisme, et vous allez voir que les prix ne sont pas du tout les mêmes. En rallye 1, la catégorie Rennes, le premier touche 50 000 €, soit 10 fois plus qu'en auto ou en camion, le deuxième 25 000, le troisième 15 000, le quatrième 10 000 et le cinquième 5 000, rien pour les autres. En rallye 2, 15 000 € pour le premier, 10 000, 8 000, 7 000 et 6 000 pour le cinquième. Il y a aussi un classement féminin, mais uniquement en rallye 2. Et le podium féminin, 3000, 2000 et 1000, idem pour les débutants. Et les malles motos, ça ce sont ceux qui partent à l'ancienne avec juste une malle, d'où le nom, dans un camion de l'organisation et qui se débrouillent seuls pour mécaniquer le soir au bivouac. Le vrai Dakar. Il y a un classement junior aussi, qui touche 6, 4 et 2000 pour les 3 premiers de moins de 26 ans. Ensuite, il y a les bonus par l'équipe, les sponsors, la publicité, etc. Sam Sunderland, qui l'a emporté en moto, a dit il y a quelques années qu'il était possible de gagner jusqu'à 1 million € pour le vainqueur de la catégorie moto. Et ce sont les mêmes montants de primes depuis 10 ans. Avant, le vainqueur en bagnole touchait que dalle parce qu'il était considéré comme pro, donc payé par son constructeur. Sympa pour Schlesser. Il reste une dernière catégorie que je n'ai pas abordée, c'est le Dakar classique. C'est une épreuve de régularité avec des véhicules ayant couru le Dakar il y a plus de 20 ans ou un modèle s'en rapprochant. L'inscription coûte 18 000 € pour une voiture, 23 000 € pour un camion. Il n'y a pas de moto. Déjà, est-ce qu'il y a des rallyes de régularité sur route en moto? En gros, ASO qui organise, Amaury Sport Organisation, qui est celui qui fait le Dakar, s'appuie sur des règlements de fédération sportive pour organiser le Dakar. Et je ne connais pas de rallye de régularité de moto sur route. Donc si vous en connaissez une, vous me le mettez dans les commentaires. Et attention, j'ai bien dit sur route, pas sur circuit, parce que oui, la régularité sur circuit, je connais. Pas en France, d'ailleurs. S'il y en a une en France, vous me le dites aussi. Là, il n'y a pas de ristourne pour les vieux de la vieille, ni de prime, mais un trophée remis aux 3 premiers de chaque catégorie, car oui, là aussi, il y a des catégories, mais c'est pas le plus intéressant. Non, ce qu'on veut voir, c'est quels véhicules ont le droit d'y participer, et vous allez voir, il y a quelques petites pépites. Alors évidemment, il y a les voitures qui ont remporté le Dakar, les 205 ou 405 T16, ZX Rally Raid, le Buggy Schlesser, la BMW X5, le Mitsu Pajero, Pajero Evolution, Pajero T3, Pajero Sport, Pajero Production, mais aussi PX33, j'en avais parlé dans une vidéo récente, L200, alors pourquoi pas monospace, fourgon ou camion, Porsche 959 et 911, et pourquoi pas 924 Volkswagen, Race Touareg, et derrière on trouve le reste de la gamme Touareg, Eclipse, 181, T3 Golf, Cox, et puis tous les buggy dont la marque a été une donneuse d'organes historiques. Celles qui ont tenté leur chance sans réussite, à commencer par les anciennes groupes B exclus des rallyes, Austin Metro 6R4, Citroën Visa, Lancia Delta, Audi, dont d'autres modèles 4 roues motrices ont aussi été engagés, Opel Manta et Kadett, et pareil, il y a eu d'autres modèles de la marque dont les Frontera, Manta, Ascona, Corsa, les Lada à partir de la Niva de série jusqu'au Proto Samara T3 et même l'antédiluvienne Gigolic, le Proto Bowler, les Seat Toledo issus des kit cars de rallye, mais je ne sais pas si tu peux te lancer avec une voiture de série, et la championne du monde des rallyes 80, la Talbot Sunbeam, et de la marque l'inventrice du véhicule de loisir, la Rancho. Je ne vais pas vous faire la liste des buggy parce qu'il y en a trop, c'était finalement les ancêtres des Challengers actuels. Dans la même catégorie, on va ranger les protos uniques qui n'ont couru qu'une fois et qui n'ont pas forcément terminé et que je me permets de ne pas tous citer par leur nom. Vous reconnaissez au passage Rolls Jules de 81, le proto 605 et le proto R21, la pseudo F40, etc. Je mets aussi dans cette catégorie le Delotar à 6 roues, la R5 bien connue, mais aussi des Mercedes GE 190. Il y en a un qui me plaît particulièrement étant savoyard, c'est la Méga Désert qui a fini deuxième en 2000 avec Peter Hansel, sauf qu'il n'apparaît pas sous la marque Méga, mais SMB, la société de Bernard Magret qui préparait les Mitsubishi officiels. Car oui, en fait, de voiturette sans permis, la Méga Désert était en réalité une Mitsubishi Pajero déguisée, si ce n'est que les suspensions étaient issues de l'expérience de la marque Entrefeu Andros, mais doublées, ce qui, associé au poids plus léger de la carrosserie, a permis au petit constructeur d'Aix-les-Bains de coller une volée aux spécialistes japonais. Du coup, ils leur ont demandé un coup de main pour la suite.
Il y a aussi les véhicules issus de gammes de constructeurs spécialisés dans le tout-terrain. Évidemment, les Range Rover de série ou proto, le roumain Arrow et son cousin portugais Portaro, les américains Chevrolet, y compris un 3A des années 50, Dodge du Power Wagon militaire, un étonnant proto à moteur Viper, qui a abandonné après 2 spéciales en 2000, et Ford, évidemment, les Ranger Explorer, mais aussi les camions, et surtout le Pro Truck de Sabi et Vanberg en 2001, et pourquoi pas un Transit ou une Escort XR3. Le japonais Daihatsu du vieux Taft a des protos bimoteurs de 86 et 87 que je ne connaissais pas, les Fiat Campagnola et Panda, le brésilien Troller, l'International Scout, le Rayton Fisher, les Isuzu Trooper, Bighorn, D-Max et même V-Cross. L'espagnol Santana qui produisait des Land Rover sous licence et qui revient actuellement sur le marché avec Dongfeng et qui était présent sur le Dakar cette année. Et je m'en voudrais d'oublier Lamborghini. Non, pas les Urus. Le LM002 à moteur de Countach. Évidemment, les camions qui ont tenté de se faire un nom en compétition ou qui ont été les bêtes de somme de l'existence, comme les Berlier Gazelle, les Ultra Dominateurs Kamaz qui ont gagné pour la première fois en 96, les légendes DAF, mais pas de bicéphale, les Tchèques Tatra qui ont remporté plusieurs éditions, les Japonais Hino, les Italiens Iveco, Perlini, Astra, le Pinsgauer de l'Autrichien Sterpusch, l'Espagnol Pegaso, les Anglais Leyland, Bedford, le Turc BMC, l'Américain GMC, les Allemands MAN, Hanomag, le Polonais Jels, je vais pas tous vous les faire. Parfois des véhicules à destination plutôt militaire, donc logiquement engagés dans le désert des premières éditions, comme les camions nazériens Akmat, algériens Sonacom, l'américain Hummer H1, et donc là je parle pas de la version presque pro truck de Robbie Gordon, parce qu'il est arrivé en 2006, donc il sera bientôt éligible, mais pas encore. Le Brimaro, dont je ne sais pas si c'est un Simca Marmont Bocquet produit sous licence à l'étranger ou juste un camion français préparé. Et puis, il y a les surprises, dont au moins un exemplaire a au moins une fois été engagé. A commencer par la quasi-totalité de la gamme Citroën, 2 chevaux de traction DS, CX, CX Breaks, GS, GSA, BX, Qatar, C44, qui est un Iltis avec un moteur de CX proposé à l'époque pour remplacer les Jeeps de l'armée française, et ce sera le Peugeot P4 qui sera choisi. P4 que l'on retrouve évidemment dans la liste. Tiens, j'ai évoqué les 205 T16, mais pas de souci pour y aller avec une GTI. Une 504 d'Angèle ou pas, la 505 idem, la 404 et officiellement la 605, même si c'est un buggy silhouette que j'ai déjà montré. Le P4, donc basé sur le Mercedes G, évidemment le M, évidemment les camions, mais aussi la 500 Pagode, les 280, 300, 560. À ce niveau-là, des berlines BMW, pourquoi pas? Dans le même genre, des Nissan ou Datsun berlinais coupés, une Panhard 24 CT, l'Alfa Romeo 33 en version 4 roues motrices en berline et en break, une Jaguar XJ en 2003 sur base Range Rover, on se calme, dont le pilote a quitté la course parce que sa femme avait accouché avant terme. Le Dakar, c'est avant tout une aventure humaine. Une Rover SD1 haut de gamme, le Sbarro Winhound. À quel moment tu mets un engin pareil dans le dur quand t'as la chance d'en posséder un? Un étonnant pont simple, connu pour ses amphibies, et chez Renault, entre les camions et la R20 Turbo qui a gagné un 82, il y a la R4 des mêmes frères Marot en version sympa ou Bel Air, et puis il y a les originalités de la R12, R5, R18, R21 à la Fuego, la KZ, la Prairie, et même une Alpina 310 et un Proto Maxi Mégane. Subaru est évidemment connu pour sa gamme de berlines à 4 roues motrices, mais on n'y retrouve aucune Impreza issue directement du rallye, c'est peut-être dommage. Vous imaginez, on aurait pu avoir Colin McRae au Dakar. Je ne les ai pas toutes citées, dites-moi dans les commentaires celles que je suis impardonnable d'avoir oubliées. Évidemment, pensez à vous abonner, à commenter, à liker et à partager.